Bienvenue, chercheurs de secrets, à Détectives éternels. Ce soir, la lumière du lampadaire vacille sur le miroir dépoli du grenier. Une enquête de Miss Marple, un reflet brisé, un murmure de culpabilité et une vérité cachée sous le givre. Maintenant, servez-vous d'une boisson chaude, fermez les rideaux et que le mystère commence. La lumière matinale à St. Mary Mead était empreinte de cette quiétude particulière qui suit les premières gelées, une pause cristalline où chaque brindille, chaque pilier de portail, chaque haie semblait retenir son souffle. Sur la pelouse devant l'église, le chat de Madame Hartnell, immobile comme une statue sur le muret, refusait de bouger, même lorsque le jeune garçon du vicaire passait à vélo avec les avis paroissiaux. En apparence, c'était une journée comme les autres, le thé infusait déjà au presbytère, les commérages allaient des bons trains chez l'épicier, et le faible carillon de l'horloge de l'église faisait penser à chacun, sans vraiment savoir pourquoi, à l'approche lente de l'hiver. Mais dans le salon d'Orchard Cottage, la matinée de Madame Elspeth Linton n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices. Le feu dans la cheminée refusait de prendre, le miroir au-dessus était embué malgré la fenêtre bien fermée, et il y avait eu, du moins c'est ce qu'elle jura plus tard, un bruit de pas venant du grenier juste au moment où l'horloge sonna 8 heures. « Des poutres qui se tassent », dit sa gouvernante. Pourtant, la façon dont la main de Madame Linton tremblait au-dessus de sa tasse de thé trahissait son scepticisme. Lorsque Miss Marple reçut le récit, celui-ci, finalement brodé sur la tournée matinale de Madame Price Ridley, s'était déjà enrichi de plusieurs anecdotes. « On dit, » murmura Madame Price Ridley, penchée confidentiellement par-dessus le comptoir de l'épicier, qu'il y avait une marque sur la vitre, comme si quelqu'un avait soufflé dessus de l'autre côté. Monsieur Hawtrey, l'épicier, marmonna qu'il n'avait jamais entendu de telles inepties, tout en se penchant plus près. Miss Marple, venue uniquement pour acheter du pain au raisin, écoutait avec son intérêt discret, habituel. « Comme c'est étrange, » dit-elle doucement, « que de telles choses arrivent toujours à ceux qui se targuent de ne pas y croire. » Son ton était pensif, non moqueur. Elle glissa le pain sous son bras, paya et retourna dans la clarté du matin. Le givre sur les haies et le silence qui régnait lui donnaient l'impression que le village lui-même attendait quelque chose. Mais quoi? Elle ne pouvait encore le dire. Cet après-midi-là, Miss Marple passe devant Orchard Cottage en se rendant au cimetière. La maison était en retrait de la route, à demi dissimulée par une haie de houx et un vieil if dont l'ombre se projetait comme un doigt sombre sur le chemin. Elle s'arrêta, remarquant qu'un rideau à l'étage avait été tiré sur le côté, puis aussitôt relâché. Elspeth avait toujours peur. « Des courants d'air », murmura-t-elle, mais ce léger mouvement la troubla. Un rideau qui bouge au mauvais moment pourrait signifier bien des choses à St. Mary Mead, parfois de la simple curiosité, parfois le début des ennuis. À l'église, la femme du vicaire disposait des chrysanthèmes sur l'autel et se plaignait des courants d'air. « Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour ce toit, Jane, » dit-elle en s'affairant avec des épingles et des vases. « C'est un miracle qu'il n'y ait pas encore trouvé la mort. » « As-tu entendu parler du grenier de la pauvre Madame Linton? Elspeth pense que la chaîne de montre de son défunt mari a encore disparu. Quelle distraction! On pourrait presque parler de providence, si cela ne faisait pas tant jaser. » Miss Marple esquissa un sourire. « La providence a bien des déguisements, ma chère Griselda. Espérons que celui-ci soit inoffensif. » Elle s'attarda un moment après le départ de la femme du vicaire, observant la poussière se disperser dans les rayons froids de la lumière. En ces instants, le village semblait tissé d'habitudes minuscules et imbriquées, propres à des gens qui se croyaient insignifiants. Pourtant, elle avait appris, depuis longtemps, que la méchanceté venait le plus souvent de ceux qui ne souhaitaient que préserver les apparences. Ce soir-là, alors que la nuit tombait tôt,
un fin voile de brouillard s'éleva des prairies et enveloppa les chaumières d'un silence humide. Des lumières vacillaient derrière les rideaux et les feux crépitaient tandis que les bûches se scellaient. Chez les Linton, la lampe du salon brillait faiblement, à travers la fenêtre à dentelle, et ceux qui passaient en rentrant des vêpres ne pouvaient s'empêcher de jeter un coup d'œil vers la fenêtre du grenier où, disaient certains, on pouvait apercevoir un léger mouvement derrière le givre. Dans son salon, Miss Marple était assise près du feu, son tricot posé à côté. Elle lisait un sermon du défunt chanoine Weatherby, un traité moral sur le péché d'omission. Mais les mots se perdirent dans ses pensées. Ce qui persistait, c'était la phrase haletante de Madame Price Ridley, comme si quelqu'un avait soufflé dessus de l'autre côté. Ce genre d'imagination surgissait rarement de nulle part. Le plus souvent, elle le savait, elle provenait de la culpabilité qui pesait sur la conscience comme le froid contre le verre. On frappa à sa porte, la tirant de ses pensées. C'était la jeune Ivy Sims, employée de la poste, les joues roses et l'air contrit. « Excusez-moi, Miss Marple, mais maman m'a dit que vous devriez savoir que l'agent Blake est allé chez Madame Linton. On dit qu'elle est devenue bizarre. Elle ne laisse personne s'approcher du grenier d'ailleurs. » Miss Marple posa son livre et se leva aussitôt. « Je ferais mieux d'aller chercher mon châle, » dit-elle doucement. « Il y a des moments, Ivy, où même une tasse de thé peut être trop excitante pour certains. » Pourtant, elle s'arrêta sur le seuil, le visage impassible. Il ne faut jamais sous-estimer le réconfort qu'une voix calme peut apporter. Tandis qu'elle marchait avec Ivy dans la fine brume, les lampes qui bordaient l'allée brillaient comme de petites étoiles incertaines. De loin parvient un faible murmure de voix, puis un son unique, aigu et fragile comme le craquement de la glace. Le bris du verre. Les éclats de verre jonchèrent le sol comme du givre répandu, scintillant à la lumière de la lanterne de l'agent Blake. Miss Marple et Ivy atteignirent le portail au moment même où il sortait, son souffle formant de petits nuages dans le froid. Derrière lui, la porte d'Orchard Cottage était entr'ouverte, laissant filtrer une douce lueur sur le chemin. « Bonsoir, mademoiselle Marple », dit Blake en ôtant sa casquette d'un air gêné. « Il vaut mieux ne pas entrer, madame. Madame Linton est très inquiète. Elle dit qu'on lui a volé quelque chose, mais elle refuse de dire quoi. Peut-être qu'une présence apaisante ne ferait pas de mal, » répondit doucement Miss Marple, le dépassant déjà avec cette autorité naturelle à laquelle on s'opposait rarement. Le hall exhalait une légère odeur de lavande et de fumée de charbon. Une horloge tique nerveusement au loin. Dans le salon, Madame Linton, raide comme un piquet, était assise dans un fauteuil, son châle serré sur les épaules. Le miroir au-dessus de la cheminée était de travers, sa surface voilée d'une brume qui semblait non pas de température, mais de souvenir. À côté, une tasse à thé fêlée gisait sur le tapis. « Je ne l'ai pas laissé tomber exprès », murmura Madame Linton. C'était encore ce bruit à l'étage, comme si quelqu'un déplaçait des meubles. Et puis j'ai vu... Oh, je ne peux pas dire ce que j'ai vu. Miss Marple s'agenouilla prudemment, examinant les éclats. « Les miroirs sont parfois étranges, » dit-elle. « Ils nous montrent ce que nous croyons savoir, mais seulement de l'extérieur. Un courant d'air, peut-être, ou un clou qui dépasse derrière la vitre. » Les yeux de Madame Linton se portèrent au plafond. « Vous ne me croyez pas non plus, » murmura-t-elle. « Ils ne me croient jamais. » Mais le gel arrive à l'intérieur, Miss Marple. C'était écrit sur la vitre à l'intérieur de la pièce. Le gendarme s'éclaircit la gorge. « J'ai vérifié le grenier, madame. Personne. La fenêtre est verrouillée. Mais il y a du givre sur la vitre intérieure, comme elle l'a dit. Et il y a quelque chose d'écrit dessus. » Il hésita, jetant un coup d'œil à la femme plus âgée pour obtenir sa permission. « Continuez, » dit doucement Miss Marple. Blake déglutit. « On dirait une lettre, une seule trace du bout du doigt. Ce pourrait être une coïncidence, bien sûr, ou peut-être l'a-t-elle commencé elle-même sans s'en rendre compte.
Madame Linton se prit le visage entre les mains. « Non, je le jure, comme avant la chaîne de montre d'Harold a disparu, la broche du tiroir est maintenant recouverte de givre. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur l'âtre. « Les objets ont leur propre façon de disparaître, » murmura-t-elle, « et parfois de réapparaître. » Dehors, le brouillard s'épaississait. Le cottage semblait un îlot de lumière dérivant dans la blancheur. Ivy, près de la porte, s'agitait nerveusement. « Maman dit que la bonne de Madame Linton est partie la semaine dernière chez sa sœur, à Eastbourne. Peut-être que quelqu'un est revenu chercher ce qui lui appartenait. » Blake fronça les sourcils. « Un cambriolage? Ça ne colle pas. Aucune trace de pas dans le givre, même pas sur le rebord de la fenêtre. Juste cette lettre. » Miss Marple se leva, époussetant un peu de suie de sa jupe. « Peut-être, agent, devrions-nous moins nous préoccuper des cambrioleurs et davantage de nos souvenirs. Certains passent des années à tenter de dissimuler le passé. Mais les portes ont la fâcheuse habitude de s'ouvrir lorsque l'air change. » Madame Linton laissa échapper un faible cri. « Vous ne savez pas ce que vous dites. » Elle se leva brusquement, tremblante. « Vous avez tous vos ragots, mais vous ne savez pas que la nièce d'Harold, cette fille, était chez nous la semaine dernière. Elle a dit qu'elle était venue chercher ses papiers. Je lui ai dit qu'ils étaient à moi maintenant, tous sans exception. Elle a dit qu'elle reviendrait chercher ce qui était dû. » Miss Marple inclina la tête. « Et elle est revenue. » Madame Linton hésita longtemps avant de répondre. « Non. Pas depuis cette nuit-là. » Le gendarme griffonnia dans son carnet, en marmonnant « Votre nom nous aiderait, madame. »« Dorothy Crail, » dit Madame Linton après un moment. « Elle habite près de Reading, du moins c'est ce qu'elle prétend. Une femme intelligente, avec ses beaux manteaux et ses airs distingués. Mais elle n'a pas le droit de me tourmenter. » Miss Marple se regarda de nouveau dans le miroir. Une fine ligne de givre dessinait encore le coin de l'œil, captant la lumière de la lampe comme une signature. « On laisse souvent une trace, qu'on le veuille ou non, » murmura-t-elle. « Le plus difficile est de savoir de quelle nature est cette trace. » Quand ils quittèrent enfin le cottage, l'air extérieur leur parut plus vif. Au bout du chemin, la cloche de l'église sonna 8 heures, son écho résonnant dans la brume comme un battement de cœur sous l'eau. Le gendarme s'attarda, incertain. « Vous croyez qu'elle invente tout ça, Miss Marple ?»« Je crois, » répondit Miss Marple en nouant son châle, « que la peur est rarement imaginaire, même si sa cause peut l'être. Madame Linton croit être hantée par le gel, par des bruits de pas, peut-être par quelque chose qu'elle n'a pas suffisamment regretté autrefois. » La petite voix d'Ivy brisa le silence. « Vous voulez dire qu'elle a fait quelque chose de mal, madame ?» Miss Marple esquissa un sourire, le regard toujours absent. « Dans les villages, ma chère, les choses ne sont jamais aussi simples. Il n'est pas nécessaire d'être méchant pour faire du mal, l'orgueil suffit. » Le brouillard engloutissait leurs silhouettes tandis qu'ils marchaient vers la verdure. Derrière eux, à la fenêtre du haut d'Orchard Cottage, une faible lueur animait une bougie ou quelque chose de plus froid qui scintillait une fois contre le miroir fêlé avant de disparaître. Le lendemain matin, le ciel était pâle et blafard, comme si le monde s'était vidé de toute couleur pendant la nuit. Le givre recouvrait tous les toits et scintillait sur le cimetière comme du verre en poudre. À 9h30, le village avait déjà échangé 3 versions de l'histoire. Le miroir de Madame Linton s'était brisé tout seul, un message y était apparu, et une étrange femme avait été aperçue marchant vers la gare dans le brouillard. Miss Marple, qui pensait que la vérité arrivait généralement sous des apparences trompeuses, était assise à sa table de petit déjeuner, rédigeant un mot à la femme du vicaire au sujet du prochain bazar de charité. Pourtant, ses pensées revenaient sans cesse aux yeux effrayés de Madame Linton et à ce regard unique marqué par le givre sur la fenêtre du grenier. D'après son expérience,
Une lettre était rarement isolée, il y avait toujours le reste du mot qui attendait d'être révélé par la conscience de quelqu'un. À 10 heures, on frappa à la porte. C'était de nouveau l'agent Blake, l'air un peu penaud, son casque à la main. « J'ai pensé qu'il valait mieux appeler Miss Marple, » dit-il. « Nous avons reçu la visite d'une jeune femme élégante qui demandait des nouvelles de Madame Linton. Elle prétendait être sa nièce, Dorothy Krell. Je lui ai expliqué que la dame ne recevait pas de visite ce matin à cause de l'incident de la veille, mais elle a insisté. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'arrêtèrent. Avait-elle l'air contrariée? Plus déterminée, Blake a déclaré avec prudence. Elle a expliqué qu'elle avait laissé là des affaires privées de son oncle et qu'elle voulait les récupérer avant qu'elles ne soient perdues ou détruites. « Quelle délicatesse !» murmura Miss Marple. « A-t-elle mentionné quoi? Je n'ai pas pu aller jusque-là. J'ai dit que je parlerais d'abord à Madame Linton. » Miss Marple se leva aussitôt. « Alors peut-être pourrais-je vous accompagner, constable. Les querelles familiales sont comme des fils à broder qui s'en mêlent facilement si l'on n'y prend pas garde dès le début. » Ils trouvèrent Madame Linton toujours dans son salon, bien que les débris de verre aient été ramassés et le miroir redressé. Son visage, cependant, semblait figé comme du parchemin. « Dorothy Krell n'a plus le droit de remettre les pieds dans cette maison, » dit-elle dès que Blake prononce le nom de la jeune fille. « Elle est déjà venue fouiner et elle ne trouvera rien ici maintenant. Elle affirme que certains objets appartenaient à son oncle, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Il serait bienveillant, sans doute, de lui permettre de le confirmer. » L'expression de Madame Linton oscillait entre colère et peur, difficile à dire. Harold m'a tout légué. La mère de cette fille a déjà fait assez de mal de son vivant. Ils ont tous essayé de me soutirer quelque chose des souvenirs, des babioles, mon pardon. Je n'ai plus rien à donner. Blake se décale maladroitement. Néanmoins, madame, il vaut mieux clarifier la situation. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit sans frapper. Une silhouette entra grande, sereine, enveloppée dans un manteau vert foncé à col de fourrure. Ses mains gantées reposent nonchalamment sur son sac à main. Ses yeux, pâles et fixes, observaient la scène avec un léger sourire. « Tante Elspeth, dit-elle, je pensais que nous pourrions enfin nous parler. » Le silence qui suivit fut pesant. Même l'horloge sur la cheminée sembla hésiter. « Je vous avais dit de ne pas revenir, » finit par dire Madame Linton d'une voix tremblante. « Vous en avez assez fait. » Le sourire de Dorothy s'accentua, sans toutefois exprimer la moindre chaleur. « Je ne suis venu que pour ce qui m'appartient. Oncle Harold m'a promis que ces lettres étaient celles qu'il avait écrites pendant la guerre. Tu dois t'en souvenir, elles étaient au grenier, dans cette petite boîte en cèdre. »« Cette boîte n'existe pas, » rétorqua sèchement Madame Linton. Miss Marple, qui observait discrètement, remarqua que le regard de Dorothy se levait furtivement vers le plafond. « Vous l'avez peut-être égaré, » dit doucement la jeune fille. « Les souvenirs sont difficiles à gérer, surtout lorsqu'ils sont gênants. » Le gendarme s'interposa, mal à l'aise. Inutile de se quereller. S'il y a un litige concernant des biens, nous pouvons le régler dans les règles. Mais l'attention de Miss Marple s'était portée sur un détail plus infime, une goutte de givre fondue sur la manche de Dorothy, comme si elle avait frôlé quelque chose de gelé avant d'entrer. « Vous venez de la gare, je crois, » dit-elle. « Une longue marche par un matin pareil. » Dorothy croisa son regard. « Oui, l'air m'aide à réfléchir. »« J'ose le dire, » murmura Miss Marple. « Frost a le don de faire disparaître les impuretés, même dans les miroirs. » Madame Linton poussa un cri strident en s'agrippant à l'accoudoir de son fauteuil. « Vous n'avez pas le droit de parler de miroir. Ce grenier était fermé à clé. Je vous l'avais dit. Alors peut-être, dit doucement Dorothy, que quelqu'un devrait demander qui avait la clé. » Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau. Miss Marple vit le gendarme les regarder tour à tour d'un air inquiet, ne sachant s'il était témoin de folie ou d'aveu. Dehors,
Le givre commençait à fondre, et l'eau ruisselait des avant-toits en gouttes lentes et régulières, presque comme le compte à rebours d'une horloge. Miss Marple prend enfin la parole, d'un ton doux mais assuré. « Je pense, agent, qu'il serait préférable d'examiner à nouveau ce grenier. Les serrures ont la fâcheuse habitude d'oublier qui les a actionnées en dernier. » Madame Linton se laissa retomber dans son fauteuil, le regard vide. Dorothy se tenait près de la porte, à moitié dans la lumière, à moitié dans l'ombre. Entre elles, le miroir au mur captait leurs deux reflets, l'un pâle et apeuré, l'autre calme et froid, comme si le verre lui-même décidait lequel était réel. Les bottes du gendarme grinçaient sur l'escalier, chaque pas lent et prudent, tandis que les deux femmes restaient en bas, séparées par la lueur de l'âtre. Miss Marple suivait plus discrètement, son châle serré contre elle, les yeux rivés sur le léger scintillement de la poussière qui flottait dans l'air. En haut du palier, l'étroite porte du grenier attendait, pâle, verrouillée et sans particularité, hormis le froid glacial qui s'infiltre par le trou de la serrure. Blake tourna la poignée une fois, puis deux, sans succès. « Bloqué comme un tambour », grommela-t-il. « Elle dit qu'elle le garde verrouillé depuis des années. » Miss Marple examina la serrure en fronçant légèrement les sourcils. « Curieux. Vous voyez comme la poussière s'accumule d'un seul côté de la serrure? Quelqu'un l'a utilisée récemment. » Il semblait dubitatif. Peut-être avait-elle essayé elle-même. « Ou quelqu'un d'autre, » dit-elle doucement. « Dans les villages, les portes restent rarement fermées, aussi longtemps que les gens le prétendent. » D'en bas parvient le faible son de la voix de Madame Linton, fragile et tremblante. « Vous n'en avez pas le droit de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. » La réponse calme de Dorothy Crail s'éleva, glaciale. « Alors vous n'auriez pas dû garder ce qui ne vous appartient pas. » Blake échangea un regard avec Miss Marple, puis soupira. Il vaudrait mieux aller la chercher pour la clé. Mais avant qu'il ne puisse bouger, l'œil perçant de Miss Marple fut attiré par le reflet du métal à demi dissimulé sous un vase sur la console de l'entrée. « Je crois qu'il est inutile de la déranger, » dit-elle en soulevant la petite clé en laiton entre ses doigts. « Il semble que les portes, comme les colères, s'ouvrent parfois d'elles-mêmes quand on ne regarde pas. » Avec un clic plus fort que la normale, la serrure céda. L'air qui les accueillit était étrangement sec, imprégné d'une vieille odeur de cèdre, de poussière et d'une légère note métallique. Blake leva sa lanterne. Le grenier était petit et anguleux, son plafond bas et mansardé, des cartons empilés comme des témoins silencieux le long du mur. Près de la fenêtre, le givre s'accrochait encore à la vitre en fine veine, malgré la faible lueur du soleil qui filtrait à travers. Dessous se trouvait un vieux coffre en cèdre, son couvercle légèrement entrouvert, comme interrompu au beau milieu d'un secret. Blake s'accroupit à côté et le souleva délicatement. À l'intérieur se trouvaient quelques papiers, stylo-plume et une petite pochette de velours fermée par un ruban délavé. Il l'ouvrit et en sortit une chaîne de montre en or pour homme, une chevalière et une photographie pliée. Miss Marple prend délicatement la photo, l'inclinant vers la lumière. « Harold Linton, j'imagine, » dit-elle. « Et une femme plus jeune, sa sœur peut-être. » Blake acquiesça. « C'est possible. Au dos, il était écrit « Pour D » avec une foi éternelle. » Les initiales étaient peut-être tendres ou dangereuses. Miss Marple ne le précisa pas. Elle se contenta de remettre la photographie parmi les bibelots. « La foi » murmura-t-elle. Un mot magnifique, quand on l'a mérité. Des pas rapides et déterminés résonnèrent derrière eux. Dorothy se tenait sur le seuil, le visage à demi dans l'ombre. « Tu vois » dit-elle doucement. « Il voulait que je les aide. » Tant Elspeth les a cachés parce qu'elle savait qu'ils prouvaient ce qu'elle ne pourrait jamais admettre.
Lequel? Demanda Blake. Il avait l'intention de modifier son testament. Le gendarme fronça les sourcils. C'est une accusation grave, mademoiselle. Les yeux de Dorothy brillaient. Il était malade cet hiver-là. Il m'a écrit des lettres, ainsi qu'à son avocat. Il m'a dit qu'on l'avait persuadé de signer des documents qu'il ne comprenait pas. Et ces lettres, demanda doucement Miss Marple, étaient dans ce coffre? Oui, c'était le cas, a dit Dorothy. Jusqu'à la semaine dernière. Les doigts de Miss Marple reposent légèrement sur le couvercle. Mais à présent, ils ne le sont plus. Dorothy perd son sang-froid. Vous voulez dire qu'elle les a détruits? Je veux dire, répondit Miss Marple, que leur absence nous dit quelque chose que leurs paroles n'auraient peut-être pas révélé. Un bruit sourd retentit d'en bas, le fracas indubitable d'une chaise qui s'écrase sur le sol. Blake jura entre ses dents et dévala les escaliers. Miss Marple le suivit à un rythme plus lent, sachant déjà ce qu'elle trouverait Madame Linton à demi effondrée près de la cheminée, le visage blême, le regard fixé non pas sur le gendarme, mais sur le miroir au-dessus du manteau de la cheminée. La brume était revenue, légère et scintillante, et à sa surface, une nouvelle marque, tracée du bout du doigt, se trouvait la lettre D. Dorothy laissa échapper un cri étranglé. C'est elle qui l'a fait. Elle essayait de me faire peur. Mais Miss Marple regarda de plus près, son expression indéchiffrable. Peut-être. Ou peut-être que le gel aime simplement achever ce qu'il commence. La main de Madame Linton tremblait violemment, tandis qu'elle désignait l'escalier. « Faites-en sortir, elle va tout gâcher. » Blake hésita, tiraillé entre le devoir et la confusion. Miss Marple, à l'écart, les observa toutes deux, l'une tremblait, l'autre était furieuse, et le miroir entre elles reflétait une vérité entrevue à travers la glace. Elle pensait, non sans tristesse, combien l'orgueil et la culpabilité étaient des jumeaux si semblables qu'ils prenaient souvent leurs propres reflets pour des imbéciles. Le silence qui régnait dans le salon était palpable. Miss Marple fit le premier pas, s'approchant du miroir, tandis que l'agent Blake soutenait Madame Linton, qui s'était mise à pleurer par un coup étouffé et tremblant. Dorothy restait immobile près de la porte, ses mains gantées, agrippées au cadre comme si le bois lui-même pouvait la maintenir droite. Le feu crépitait doucement, laissant s'échapper des volutes de fumée par la cheminée, une chaleur fragile contrastant avec l'étrange fraîcheur qui persistait dans la pièce. « La lettre est plus nette cette fois », dit Blake à voix basse en examinant la vitre embuée. « Quelqu'un pourrait-il la déchiffrer du bout des doigts lorsque la surface est humide ?» Le regard de Miss Marple se posa sur la faible lueur. 2. La forme était trop délibérée pour être une simple condensation. « La condensation suit la chaleur », murmura-t-elle. Mais la malice, l'agent, la suit. Dorothy perdit son sang-froid et sa voix s'éleva. « Vous insinuez, je sais toi qui as fait ça, que je griffonne des initiales sur du verre comme un enfant ?» Personne ne suggère rien, dit doucement Miss Marple. Il est tout de même curieux que les deux marques une le D pourraient bien former ensemble le début et la fin d'un nom. Madame Linton laissa échapper un petit soupir étouffé. Blake parut perplexe. « Ah, et dit Harold, ou Dorothy, dit Miss Marple d'une voix calme, le regard impénétrable. Mais peut-être ne devrions-nous pas attribuer des noms avant d'en comprendre le sens. » Les sanglots de Madame Linton se muèrent en fureur. Vous venez ici avec vos insinuations, votre froideur et vos initiales maudites, mais vous ne troublez pas ma paix. Elle tente de se lever, mais ses forces l'abandonnent. Blake la ramena doucement sur la chaise. Il vaut mieux rester calme, madame. Inutile de vous énerver à nouveau. Dorothy traversa la pièce, le visage crispé. Si vous aviez simplement dit la vérité, nous aurions pu nous épargner cette farce. La vérité? La voix de Madame Linton se brisa comme du verre sous la tension.
Vous ne reconnaîtriez pas la vérité même si elle était gravée sur votre miroir. Miss Marple posa une main rassurante sur la cheminée. Il existe une vieille superstition, Madame Linton, selon laquelle un miroir reflète ce que nous refusons de voir. Dans certaines maisons, on les recouvre après un décès, de peur qu'elles ne reflètent trop. La femme âgée se détourna brusquement, les épaules tremblantes. Il était grand temps que j'en fasse autant. Elle attrapa le tissu de dentelle qui recouvrait une chaise et le jeta sur le miroir. Ce geste, censé être un rejet, semblait plutôt un acte de dissimulation. Blake s'éclaircit la gorge. « Bon, je vais devoir faire un rapport sur ce qu'on a trouvé à l'étage, les papiers, les bibelots, etc. S'il manque des objets, c'est à la police d'intervenir. » Madame Linton laissa échapper un rire faible. « Prenez-les tous, alors. Prenez ce qui reste de mon mari, de ma réputation, de ma raison, on les a assez tripotés. » La réponse de Dorothy fut basse et contrôlée. « Tu te posais toujours en victime. » Miss Marple intervint doucement. « Peut-être avez-vous tous deux des raisons de vous sentir lésés. » Le chagrin se répartit rarement de façon aussi nette entre les vivants. L'atmosphère se fit plus douce un instant, même si le tic-tac de l'horloge sembla hésiter. Puis la gouvernante de Madame Linton, Madame Teby, apparut sur le seuil, le visage pâle sous sa casquette. « Excusez-moi, madame, quelqu'un dehors vous demande. »« Un monsieur. » Madame Linton commença. « Qui ?» ?»« Il dit s'appeler Monsieur Finchley. Il travaille dans le cabinet de votre défunt mari à Londres. » À ces mots, elle devint complètement livide. « Dis-lui que je ne suis pas à la maison. » Mais l'attention de Miss Marple s'aiguisa. « Finchley, dites-vous, c'est fort intéressant. Peut-être pourrait-il nous éclairer sur certains documents trouvés au grenier. » Madame Linton se leva brusquement, agrippant les accoudoirs de la chaise. « Non, je ne le verrai pas. » Dorothy se tourna vers le gendarme. « S'il vient de la firme, il doit être au courant du testament. » Blake hésite. « Il serait peut-être judicieux d'écouter ce qu'il a à dire, madame. » Le ton de Miss Marple était calme mais ferme. Il est souvent imprudent d'empêcher un messager de passer, surtout lorsqu'il transporte d'anciens comptes. Un instant plus tard, un homme d'âge mûr entra dans le salon, prudent, respectable, de ceux dont le costume gris paraissait impeccable même par temps humides. Il salua légèrement l'assemblée. « Madame Linton, Mademoiselle Crale, je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. Je passais par ici, venant de Reading, et j'ai jugé bon de restituer certains documents ayant appartenu à feu Monsieur Linton. » Les mains de Madame Linton se crispèrent sur la cheminée. « Vous n'aviez pas le droit. Ils ont été découverts parmi des papiers au bureau lors d'un récent audit. » L'interrompit-il d'un ton détaché. « De la correspondance privée et un brouillon de testament révisé, non signé, mais clairement de la main de votre mari. » Un frisson de stupeur parcourut la pièce. Dorothy fait un pas en avant, le souffle coupé. « Alors c'est vrai ?» Miss Marple regarda l'avocat d'un air pensif. Les documents non signés en disent souvent plus long sur les intentions que sur les actes. Monsieur Finchley, puis-je vous demander quand ils ont été rédigés? Fin janvier, a-t-il dit, la semaine même qui a précédé sa dernière maladie. Madame Linton laissa échapper un gémissement étouffé, mi-colère, désespoir. Il n'avait jamais voulu changer cela. Vous êtes tous des vautours, vous et cette fille. Finchley déposa une enveloppe scellée sur la table. Quel que soient ses intentions, j'ai pensé qu'il était convenable que vous la voyiez tous les deux. Le gendarme se pencha légèrement vers Miss Marple. Cela tourne mal, madame. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le miroir recouvert, dont la dentelle frémissait légèrement sous le courant d'air. Oui, constable, dit-elle doucement. Et la laideur, lorsqu'elle est dissimulée, a tendance à se propager. L'air du salon sembla soudain étouffant, saturé d'un parfum de fumée et de cire à la lavande. L'enveloppe posée sur la table, entre eux, semblait vivante, promettant à la fois révélation et ruine. Personne ne bougea.
Seul le léger bruissement de la dentelle sur le miroir troubla le silence. M. Finchley s'éclaircit la gorge. Si cela peut apaiser les choses, je vais lire à voix haute le mot d'accompagnement. Il sortit une feuille de sa mallette et la déplia avec un détachement professionnel. « À signer en présence du corps », commençait-elle. « Je crains que cela ne se soit jamais produit. La main de votre défunt mari était présente tout au long du texte. » Madame Linton fixa la lettre comme s'il s'agissait d'un serpent. « Vous ne la lirez pas ici, » murmura-t-elle. Le ton de Dorothy était cinglant. « Si c'est vrai, nous avons parfaitement le droit. » Le regard de Miss Marple restait fixé sur la lueur vacillante du feu. « Peut-être pourrions-nous écouter, » dit-elle doucement, ne serait-ce que pour mettre fin aux conjectures. Finchley hésita, puis commença à lire d'une voix égale, les mots simples mais lourds de sens. « Je tiens à préciser que mon affection pour ma femme demeure intacte, mais que certains objets et documents personnels doivent revenir à ma nièce, Dorothy Crail, que j'ai lésée par négligence. » Il s'arrêta, pliant soigneusement la page. Aucune signature, aucun témoin, juste une intention. Dorothy expira, mi-triomphe, mi-incrédulité. Il comptait bien arranger les choses. Madame Linton se leva en titubant, le visage blême. Il était malade, il délirait. Elle lui fait promettre des choses qu'aucun mourant ne devrait faire. Finchley parlait à voix basse. « Je peux seulement attester que l'écriture est bien la sienne. Le ton est plus doux que dans la plupart des écrits que j'ai pu entendre de lui. » Miss Marple se tourna vers la fenêtre. Le givre commençait à se former à nouveau, recouvrant légèrement les bords de la vitre. Comme il est étrange qu'une voix d'homme, une fois disparue, puisse revenir par l'encre pour troubler les vivants. La vérité reste rarement enfouie, Madame Linton. Elle se fraye un chemin à travers les fissures, comme l'air froid, à travers le vieux bois. La main de Madame Linton s'agrippa à la cheminée. « Il ne m'aurait jamais humilié ainsi, » dit-elle. « Pas Harold, pas après tout ce que j'ai enduré pour lui. » Dorothy s'approcha, la voix basse. « Tu veux dire, après ce que tu as pris de lui ?» Finchley a rassemblé les papiers dans leur enveloppe. « Si je peux me permettre, je les conserverai précieusement jusqu'à ce que la succession soit examinée. Les émotions peuvent infausser le jugement. » Madame Linton laissa échapper un rire amer. « Tu crois que c'est une question d'argent? Pauvre idiot! Il s'agit de laisser une trace digne de ce nom. » Le feu crépita, projetant une étincelle sur le tapis. Blake s'éteignit d'un coup de botte en grommelant. Ce geste sembla réveiller tout le monde. Miss Marple se pencha pour écarter les cendres et remarqua un petit morceau de papier près de la grille, bruni sur un bord, comme brûlé par la flamme. Elle se baissa et le ramassa. C'était un fragment arraché à une autre lettre, l'écriture effacée, mais par endroits lisible. Finition miroir, cadre poli. Livraison prévue avant jeudi. Signé A. Derry. Étrange, murmura Miss Marple. Un mot d'artisan, peut-être. Encore des miroirs. Blake jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. C'était Alfred Derry, le menuisier de Much Benham. Il avait fait des travaux d'aménagement dans le coin il y a quelque temps. Dorothy fronça les sourcils. Un miroir livré avant jeudi, mais quand exactement? Miss Marple laissa le morceau de tissu entre ses doigts. S'il s'agit du miroir au-dessus de la cheminée, on peut se demander ce qu'est devenu l'original. Madame Linton tressaille visiblement. Le vieux miroir s'est cassé il y a des années. Je l'ai fait remplacer. Et alors? Oh, rien du tout, répondit Miss Marple d'un ton léger. Seulement, je constate que les remplaçants changent rarement ce qu'ils reflètent, mais seulement ceux qui se tiennent devant eux. Finchley referma sa mallette d'un claquement sec. Si nous voulons éviter les tensions, je suggère que je prenne congé. Je reviendrai quand vous aurez eu le temps de réfléchir. Il inclina la tête et sortit dans le crépuscule froid, laissant derrière lui un sentiment de malaise. L'horloge sonna 4 fois, chaque note étant ténue comme du cristal.
Dorothy se tourna vers Miss Marple. « Vous la croyez, n'est-ce pas, qu'elle a détruit les lettres ?»« Je crois, » dit doucement Miss Marple, « que le chagrin revêt bien des visages. Certains pleurent, d'autres s'emportent, et d'autres encore rangent ce qui aurait dû rester en désordre. » Blake prit son manteau. « Je vais raccompagner l'avocat à sa voiture. Il vaut mieux rester vigilant ce soir. » Il marque une pause. « Vous serez en sécurité ici, Miss Marple. »« Oh, tout à fait, merci. Je crois que je vais rester encore un instant. » Une fois partie, Miss Marple se dirigea vers l'âtre et leva les yeux vers le miroir recouvert d'un voile. Le tissu frémit légèrement, comme s'il respirait. Elle leva la main, hésita, puis l'écarta. Le miroir la fixait, encore embuée sur les bords, et un instant, elle crut apercevoir une ombre bouger, non pas son propre reflet, mais l'empreinte d'un autre visage, trop rapide pour être saisie. Sa main trembla à peine lorsqu'elle remit le tissu en place. « Les apparences, murmura-t-elle, sont les serviteurs les plus obéissants des mensonges. » Le soir s'assombrit dans un silence glacial, un froid qui portait le moindre son avec une clarté insoutenable. Miss Marple s'attarda dans le salon après le départ des autres, observant les braises se consumer en de faibles filaments orangés. Le miroir demeurait voilé, pourtant elle sentait sa présence derrière la dentelle, comme un œil feignant de dormir. Dehors, une brise se leva des collines et effleura les volets, les faisant légèrement vibrer comme si la maison elle-même était troublée. Elle perçoit un bruit au-dessus du craquement d'une lame de parquet, puis d'une autre. Elle pensa d'abord que Madame Linton s'était retirée dans sa chambre. Mais un coup d'œil vers l'escalier ne révéla ni bougie ni pas descendant. Le bruit se fit de nouveau entendre, cette fois-ci plus clairement, en direction du grenier. Elle prit son châle et traversa le couloir en silence. La maison exhalait une légère odeur de cire d'abeille et de vieux lin, une paix domestique qui masquait quelque chose d'ancien et de moins sain. À mi-chemin de l'escalier, elle entendit une voix étouffée, basse, urgente, féminine. Une autre voix lui répondit, plus grave, celle d'un homme. L'échange fut bref, inaudible, puis le silence. Arrivée sur le palier, elle n'entendit plus que le tic-tac de l'horloge d'en bas. La porte du grenier était fermée, mais un faible rayon de lumière filtrait en dessous. Miss Marple hésita, puis tourna doucement la poignée. Les charnières émit un lent soupir de lassitude. À l'intérieur, la lanterne de tout à l'heure brûlait faiblement sur une caisse. Des papiers étaient de nouveau éparpillés, certains tombés au sol. Le givre sur la vitre s'était reformé, épais et cristallin, comme de la dentelle de glace. Et dans son éclat, elle aperçut de légères traces sur les planches poussiéreuses, menant au coffre en cèdre. Elle se pencha pour les observer. 2 paires, une plus petite, une plus grande. Une paire qui entrait, aucune qui sortait. Derrière elle, le plancher grinça. Miss Marple, la voix de Blake mêlait soulagement et excuse. « Je ne voulais pas vous effrayer, madame. J'ai aperçu votre lumière de l'extérieur. Je pensais que vous étiez rentrée chez vous. J'allais le faire, dit-elle d'un ton doux. Mais je crains que la maison n'ait d'autres visiteurs ce soir. » Blake suivit son regard jusqu'aux empreintes. Elles pouvaient dater d'avant, quand nous sommes arrivés. « C'est possible, concéda-t-elle, sauf pour les cendres. » Elle désigna la fine poussière grise près de la porte. « Le feu en bas s'est éteint il y a à peine un quart d'heure. Ça vient de la cheminée. Quelqu'un est resté debout depuis. » Il s'accroupit, l'air sombre. Alors ils sont toujours là. Ils fouillèrent rapidement le petit grenier, mais il était vide. La fenêtre était verrouillée, les cartons intacts, à l'exception de quelques papiers éparpillés. Seule une chose semblait altérer cette impression. La pochette de velours qui avait contenu les bibelots d'Harold. Linton était maintenant ouverte, son contenu ayant disparu. Blake jura à voix basse. « Voilà, c'est tout. Quelqu'un est revenu pour le reste. »
Miss Marple ramassa la bourse, ou plutôt celle qui n'avait jamais existé. Blake fronça les sourcils. « Tu crois que les objets de valeur servaient au d'appât ? » « Je crois, dit-elle, que lorsque la culpabilité devient trop lourde, elle cherche un objet auquel se raccrocher. On parle alors de hantise, alors qu'il ne s'agit que d'un souvenir qui insiste pour être remarqué. » Elles descendirent ensemble. La maison semblait plus vide qu'auparavant. La porte de Madame Clinton était fermée, aucun bruit ne s'échappait. En entrant dans le salon, Miss Marple remarqua que le revêtement du miroir avait de nouveau glissé, dévoilant un fin reflet, et dans cette étroite image, un mouvement furtif près de la fenêtre. Blake se retourna brusquement, mais lorsqu'il traversa la pièce, il n'y avait personne. Seule la légère empreinte d'une main sur la vitre givrée était visible. « Qui que ce soit, » dit-il d'un ton sombre, « il est parti maintenant. » Miss Marple contempla l'empreinte de main. « Peut-être, » murmura-t-elle. « Ou peut-être que certaines choses ne vont pas loin, mais seulement plus profondément. » Blake jeta un coup d'œil à sa montre. « Je vais chercher le sergent Weeks au poste et je reverrai ça demain matin. Vous devriez vous reposer, madame. » « Le repos, » dit Miss Marple d'un air pensif, « est un privilège des innocents. Je vais tout de même essayer. » Elle s'avança dans la nuit froide, la lune projetant une faible lueur sur le chemin. Le givre scintillait sous ses pas, immaculé, à l'exception d'une unique trace de pas qui s'éloignait du cottage, traversait la verdure, en direction du cimetière. Pas deux traces cette fois, mais une seule. Au matin, la rumeur se répandit qu'une personne avait été aperçue quittant Orchard Cottage pendant la nuit, sans que personne ne parvienne à s'accorder sur son identité. Certains jurent qu'il s'agissait de Dorothy Crane, d'autres affirment avoir vu un homme vêtu d'un sombre manteau. La seule certitude, songea Miss Marple, était que les secrets, tels le givre, pouvaient disparaître au lever du jour et réapparaître le soir suivant, plus puissant que jamais. Arrivée à son portail, elle remarqua quelque chose d'inhabituel sur le muret de son jardin, un fin morceau de papier épinglé sous une petite pierre. 2 mots seulement y étaient inscrits d'une main pressée. « Regarde plus loin ». Le morceau de papier flottait légèrement dans le vent froid, son encre déjà brouillée par le givre. Miss Marple le retourna une fois entre ses doigts, ganté, relisant les mots sans expression. Approfondissez votre réflexion. Une phrase simple, et pourtant de celle que seule une personne consciente d'être observée peut prononcer. Le village restait silencieux autour d'elle, non pas endormi, mais feignant l'inaction. Au loin, un chien aboya une fois, sans obtenir de réponse. Elle plia le papier et le glissa dans sa poche, puis entra et alluma une lampe dans son petit salon bien rangé. Minuit sonna d'un ton délicat, presque contrit. Elle ne dormira pas cette nuit-là. Elle se versa du thé et s'assit près de la fenêtre, observant le clair de lune scintiller sur la verdure. Le givre miroitait comme du verre en poudre, intact hormis la faible trace d'empreinte qu'elle avait aperçue plus tôt. Elle s'éloignait d'Orchard Cottage en direction du chemin de l'église, formant un motif étrangement irrégulier, comme si le promeneur s'était arrêté, avait fait demi-tour, puis avait repris sa route. À 1h30, le bruit de pas lointains rompt le silence. Miss Marple se leva aussitôt, un châle serré sur les épaules, et se dirigea vers la porte. Le bruit était lent, délibéré, en provenance du presbytère. Elle sortit, le froid lui mordant les joues. Une silhouette émergea de la brume de l'agent Blake, sa lanterne projetant de petits cercles dorés. « J'espérais que vous seriez encore éveillée, madame, » dit-il doucement. « Nous avons trouvé quelque chose. » Elle hocha la tête une fois. « Au chalet ?»« Non, près de l'étang derrière l'église. 2 séries d'empreintes cette fois, une plus petite, une plus grande. Fraîche. Puis celui qui était parti est revenu, dit Miss Marple.
étrange comme la culpabilité s'obstine à revenir sur ses pas. Ils traversèrent ensemble la verdure silencieuse. Le givre crissait sous leurs pas comme du sucre cassant. À l'approche du cimetière, l'air s'épaissit d'une fraîcheur humide qui semble coller à la peau. L'étang, à l'ombre des ifs, sa surface était un miroir de glace terne. Blake s'agenouilla, lanterne levée. Voyez-vous? Un groupe de lampes qui s'avance, un autre qui s'éloigne. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il baisse la lumière. Un fragment de tissu, sombre et humide, était accroché au bord de la glace. On dirait du velours. Miss Marple plissa légèrement les yeux. « Une bourse », murmura-t-elle. « De la même matière que celle de Madame Linton. » Il hocha la tête d'un air sombre. On aurait pu jeter ça là pour faire disparaître des preuves. La chaîne et la bague, peut-être. Elle regardait la lumière de la lanterne ondulée sur l'eau gelée. « On peut facilement se débarrasser des objets, » dit-elle, « mais pas de ce qu'ils représentent. » Du côté de l'église, une autre lueur, vacillante, se déplaçait entre les tombes. Ils se retournèrent. La silhouette d'une femme passa un instant entre les pierres tombales. Blake cria « Qui est là ?» Mais la silhouette disparut derrière le mur de pierre. Miss Marple lui effleura le bras. « Ne la poursuivez pas, agent. Demain matin, le village nous dira qu'il ne peut pas dormir. » Il hésita, puis soupira. « Je vais rapporter ce morceau de tissu à la gare. Vous pourrez rentrer chez vous à pied sans problème. »« Oh oui, » dit-elle, son sourire à peine perceptible. « On apprend à marcher, prudemment sur la glace fine. » À l'aube, le givre s'était de nouveau épaissi, recouvrant l'étang d'une épaisse couche blanche. La nouvelle se répandit rapidement. La veilleuse de nuit avait aperçu une lumière dans la sacristie vers 2 heures, et Madame Linton avait été retrouvée éveillée, arpentant la pièce, marmonnant que son mari était revenu se recueillir. Dorothy Crowle, quant à elle, avait disparu de l'auberge où elle logeait. Ses bagages étaient restés sur place, mais son lit était resté vide. Le village bruissait de demi-vérités et de certitudes. Madame Price Ridley affirmait que Dorothy avait fui. Rongée par la culpabilité, Mademoiselle Hartnell insistait sur le fait qu'elle avait été chassée par le caractère colérique de sa tante. La femme du pasteur, lorsque Miss Marple lui rendit visite en milieu de matinée, se pencha sur sa tasse de thé, les yeux brillants. Je l'ai dit dès le début, Jane, cette fille avait quelque chose dans son attitude de trop calme, de trop moderne. Et cette histoire de miroir, tellement morbide. Les choses morbides naissent souvent de l'amour contrarié. Dis doucement, Miss Marple, et des secrets que la lumière du jour ne peut supporter. Lorsqu'elle quitta le presbytère, le jour s'était éclairci, bien que l'air restât vif. Elle traversa lentement la pelouse, ses yeux suivant les traces ténues laissées par le givre. Les empreintes menant à l'église s'étaient adoucies sous la lumière matinale, à l'exception d'une série près du porche, plus petite, plus claire, comme laissée par quelqu'un qui s'était attardé. À côté, un autre morceau de papier gisait, à demi enfoui sous l'herbe gelée. Elle s'agenouilla et le libéra avec précaution. L'écriture était la même, hâtive et délicate. Seulement 3 mots cette fois, pas son reflet. Miss Marple plit le billet, le visage impassible. Un rouge-gorge solitaire sautilla sur la neige, sa couleur éclatante contrastant avec le blanc, et elle le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la haie. Puis elle se retourna vers Orchard Cottage, d'où s'élevait faiblement la fumée de la cheminée, signe ténu et incertain qu'une flamme brûlait encore en elle, que ce soit le foyer ou la conscience. La fumée d'Orchard Cottage vacillait dans l'air froid tandis que Miss Marple s'approchait, le chant lointain du rouge-gorge la suivant comme un avertissement trop subtil pour être entendu. À l'intérieur, le feu peinait à brûler, ses flammes basses et mornes. La dentelle était toujours accrochée au miroir,
mais le tissu avait glissé sur le côté, révélant une fine fissure diagonale sur le verre, qui n'était pas là auparavant. Madame Linton était assise près de la cheminée, en robe de chambre, les cheveux défaits et ébouriffés autour de son visage. Elle paraissait plus âgée, comme si la nuit l'avait vidée de toute couleur. « Vous n'auriez pas dû venir, » murmura-t-elle. « On en a déjà assez parlé. »« Je trouve, » dit Miss Marple d'un ton doux, « que la parole est un piètre substitut à la vérité, même si les deux ont tendance à circuler librement. » La vieille dame émit un son sec, presque sans rire. « La vérité, ma chère Miss Marple, la vérité n'est que la version des événements racontés par celui qui y a survécu. » Miss Marple tira une chaise et croisa soigneusement les mains. « Alors peut-être pourrions-nous commencer par la survie et voir où cela nous mène. » Madame Linton regarda le miroir recouvert. « Vous avez sans doute entendu dire que Dorothy a disparu. Je l'avais prévenue, elle n'aurait jamais dû aller dans ce grenier. Elle a ouvert des portes dont elle ignorait le sens. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple, « mais les portes ne s'ouvrent que lorsque quelque chose qui se trouve derrière elle souhaite sortir. » Le regard de la femme s'est illuminé d'une lueur de panique. « Vous croyez que je suis folle comme les autres? Vous croyez que je vois des fantômes? »« Je pense, » répondit doucement Miss Marple, « que le remords imite à merveille la hantise. » Un bruit les interrompit, un léger grincement contre la vitre. Ils se retournèrent tous deux. Un instant, il sembla que le givre lui-même se déplaçait, traçant de fines lignes comme une écriture. Puis il disparut. Madame Linton laissa échapper un sanglot étouffé. « Ça recommence. Il essaie de parler. Harold essaie de me faire avouer. » Le regard de Miss Marple se fixe sur elle. « Que faudrait-il que vous lui avouerez, Madame Linton ?» Mais la femme se boucha les oreilles. « C'est sa faute, cette fille. Toujours à poser des questions, à fouiller dans les tiroirs. Elle a ramené ça avec elle. » Avant que Miss Marple n'ait pu répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. L'agent Blake entra, le visage rouge de froid. « Excusez-moi, madame. Nous avons retrouvé la jeune Miss Crail près de l'étang. Elle n'est pas blessée, mais elle est transie de froid. Elle dit avoir marché toute la nuit. » Madame Linton s'est affalée dans son fauteuil. « Puis elle est venue m'achever, » elle murmurait. Blake secoua la tête. « Elle vous demande, Miss Marple. » Elle ne voulait parler à personne d'autre. Le chemin jusqu'au presbytère, où ils avaient emmené Dorothy, fut rapide et silencieux. La cloche de l'église sonna 9h15, son écho résonnant comme du cristal creux dans la brume matinale. Miss Marple trouva Dorothy enveloppée dans une couverture près du feu de la cuisine, les mains tremblantes, au-dessus d'une tasse de thé. « Je ne me suis pas enfuie, » dit-elle avant que Miss Marple n'ait pu parler. « Je l'ai suivi. »« Suivi qui, ma chère? L'homme est venu au chalet après minuit. J'ai d'abord cru que c'était Monsieur Finchley. Son manteau ressemblait au sien, mais quand il est passé devant la lampe, j'ai vu son visage. Ce n'était pas lui, c'était quelqu'un de plus jeune. » Blake fronça les sourcils. « En es-tu sûr? »« Oui, » dit-elle avec véhémence. Il fait le tour par l'arrière, le long du chemin du jardin. Je le suivais à distance. Il entra et j'aperçus de la lumière dans le grenier. Lorsqu'il ressortit, il jeta quelque chose dans l'étang. Puis il se dirigea vers l'église. J'essayai de le rattraper, mais il avait disparu. Miss Marple la regarda en silence. « Et vous êtes revenus ici au lieu de donner l'alerte ?» Dorothy hésita. J'avais peur que cela paraisse être de ma faute. Tante Elspeth l'aurait dit. « Elle dit beaucoup de choses, » dit Miss Marple, sans méchanceté. « Mais les miroirs, vous savez, parfois, mentent. » Blake se frotta le menton. « Alors, on a un homme mystérieux, un miroir brisé et quelques papiers disparus. Il semblerait que quelqu'un cherche à s'emparer de l'héritage. » Miss Marple se leva lentement. Ou peut-être était-ce dû à quelque chose de plus ancien, quelque chose qui attendait d'être médité. Elle se tourna vers Dorothy.
Vous dites avoir vu son visage. Pourriez-vous le décrire ?» Dorothy hocha la tête d'une voix à peine audible. Cheveux noirs, yeux étroits, comme quelqu'un qui observe en cachette depuis trop longtemps. Blake soupira. Ça correspond bien au jardinier, peut-être le neveu de la vieille taverne. Il traîne dans les parages depuis qu'elle l'a renvoyé le mois dernier. Le regard de Miss Marple se perd dans le vague. « Oui, » murmura-t-elle, « ceux qui observent trop longtemps finissent parfois par croire qu'ils sont invisibles. » Elle se tourna vers la fenêtre, où la faible lumière du soleil se reflétait sur la vitre de la porte du presbytère, formant un fragile reflet d'eux trois, le policier, la jeune fille, la vieille femme en gris, chacun pris dans le même cadre incertain. Et dans ce reflet, l'espace d'un instant, Miss Marple crut apercevoir une ombre derrière eux, un mouvement qui n'appartenait à aucun d'eux. Le léger mouvement dans le verre disparut aussi vite qu'il était apparu, ne laissant derrière lui que le reflet du feu et le visage pâle de Dorothy. Miss Marple ne dit rien, mais ses yeux se plissèrent légèrement, dans cette étincelle de concentration qui, chez elle, signifiait que les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Blake remarqua son expression. « Vous avez vu quelque chose, madame ?» « Seulement ce que le miroir voulait bien montrer, » répondit-elle doucement. « Mais n'oublions pas que les miroirs reflètent leur propre angle. Ce qui se trouve derrière nous ne nous appartient peut-être pas. » Dorothy frissonna. « Je ne peux pas le supporter, Miss Marple. C'est comme si la maison nous observait. Hier soir, en me regardant dans le miroir, j'ai cru apercevoir mon oncle un instant, juste derrière moi. » Miss Marple hocha la tête avec compassion. « La peur fait cela, ma chère. Elle emprunte des visages familiers. Mais dites-moi, l'homme que vous avez vu près de l'étang, celui qui a jeté quelque chose, y avait-il assez de lumière pour voir s'il portait autre chose ?» Dorothy fronça les sourcils, pensive. « Un sac, peut-être. Quelque chose de petit, serré contre elle. Et avez-vous remarqué qu'il boitait ?»« Non, » dit-elle lentement. Il se déplaça avec légèreté et rapidité, comme quelqu'un qui savait exactement où aller. « Il l'a déjà fait, » murmura Blake. « On va interroger le neveu de Taverneur. Il rôde de nouveau dans les ruelles. D'après ce qu'on dit, il travaillait pour Madame Linton il y a des années, avant d'être renvoyé pour, disons, familiarité inappropriée. »« La familiarité, » répéta doucement Miss Marple. « Une chose dangereuse, constable, quand l'orgueil exige la discrétion. » Elles quittèrent le presbytère ensemble, Dorothy protestant faiblement qu'elle devait parler à sa tante, qu'il devait y avoir une autre explication que la malice. La matinée s'était légèrement réchauffée et le givre avait fondu des haies, laissant le sol humide et inégal. À Orchard Cottage, Madame Linton les attendait dans son fauteuil, son châle tiré sur elle, comme une armure. « Si vous êtes venu pour ricaner, » dit-elle sans lever les yeux, « vous pouvez vous asseoir, ils finissent toujours par le faire. Blake est allé droit au but. Nous avons trouvé de nouveaux éléments, madame. Quelqu'un était chez vous la nuit dernière, il est entré et sorti du grenier, puis s'est approché de l'étang. J'ai besoin de savoir qui, outre vous, possède les clés. » Ses yeux brillèrent. « Personne. Pas depuis que j'ai congédié cet homme, le neveu de Taverneur. Un voleur et un menteur, tous deux. Lui avez-vous parlé du nouveau miroir que vous avez fait fabriquer ?» demanda doucement Miss Marple. Madame Linton se raidit. « Quelle pertinence possible! J'ai seulement parlé à Monsieur Derry, le menuisier. Il se souvenait avoir été payé pour 2 miroirs, et non un seul. Le second a été livré au chalet de Taverneur, conformément à vos instructions. » Le visage de la femme pâlit, puis se durcit. C'était il y a des mois. Une doublure. Pourquoi pas moi? Miss Marple la regarda avec bienveillance. En effet. Mais voyez-vous, cela explique les lettres écrites sur le givre. 2 miroirs, face à face dans la même pièce, reflétant chacun non pas la vérité, mais l'opposition. Ce qui apparaissait dans l'un se répercute et, inversé, dans l'autre. Blake cligna des yeux.
Ces marques n'étaient donc pas fantomatiques, mais simplement la lumière de l'autre miroir. De la lumière, oui, dit Miss Marple, mais guidée par une main. Quelqu'un a fait en sorte qu'elle soit vue. Quelqu'un qui connaissait la culpabilité de Madame Linton réagirait davantage à son propre reflet qu'à n'importe quel accusateur vivant. Dorothy eut un hoquet de surprise. Il essayait donc de lui faire peur. Le regard de Miss Marple se fit grave, ou peut-être pour le lui faire avouer. Voyez-vous, constable, le neveu du jardinier disparu n'était pas le seul à posséder une clé. Madame Clinton elle-même la lui avait envoyée la veille, au matin. Elle pensait récupérer les lettres avant que sa nièce ou l'avocat ne puissent prouver leur existence. Mais lorsqu'il arriva et refusa sa requête, elle l'enferma au grenier. Plus tard dans la nuit, le remords ou la peur la poussent à le libérer. Il partit, non sans s'être assuré qu'elle se souviendrait de son acte. Madame Linton finit par perdre son sang-froid. « Comment pouvez-vous le savoir ?» Miss Marple désigna la cheminée. « À cause de la suie sur vos pantoufles, ma chère. Vous êtes montée après minuit, et en redescendant, le givre sur les marches n'était rompu que par une seule empreinte, la vôtre. » Le visage de la vieille dame se décomposa. « Je voulais seulement protéger l'honneur d'Harold. Il n'avait jamais eu l'intention de modifier son testament. J'ai détruit ses papiers pour lui, pas pour moi. Cette fille aurait sali sa mémoire. » Dorothy resta figée, son expression oscillant entre pitié et incrédulité. « Vous les avez brûlés ?» Madame Linton hocha la tête, le visage défait. « Il m'en a supplié. Je pensais que si je le faisais, il trouverait le repos. » Sa voix se fit plus basse, moins profonde. Mais il ne l'a pas fait. Miss Marple se pencha en avant, d'une voix douce. « Non, Madame Linton. Ce n'est pas à cause de ce que vous avez brûlé, mais à cause de ce que vous avez feint d'ignorer. Cet homme que vous avez enfermé n'était pas le fantôme d'Harold, seulement sa culpabilité, venue réclamer son dû. » Dehors, la cloche de l'église se mit à sonner. Blake se dirigea vers la porte. « Nous aurons besoin d'une déposition, madame. Vous feriez mieux de vous reposer jusqu'à l'arrivée du sergent. » Miss Marple s'attarda un instant de plus devant le miroir. La fissure qui le traversait captait la lumière comme une cicatrice. « Vous pouvez la recouvrir si vous le souhaitez, » dit-elle doucement. « Mais souvenez-vous que la vérité ne disparaît pas avec le gel. Elle attend seulement le dégel. » Alors qu'elle sortait, une brise souleva légèrement le rideau de dentelle, révélant un instant les reflets des deux femmes, l'une courbée par le chagrin, l'autre pâle et immobile, et entre elles, un troisième scintillement de mouvement, s'estompant avec le soleil du matin. La lumière du matin s'était adoucie, filtrée par les branches dénudées qui bordaient le chemin. Miss Marple regagna lentement son cottage, le bas de son manteau effleurant le givre qui commençait déjà à fondre. Derrière elle, Orchard Cottage se dressait silencieusement, la fumée de sa cheminée s'élevant en volute comme un fragile fil de reddition. Elle avait déjà connu ce genre de silence, cette paix troublée qui survient lorsque la vérité, enfin, a été dite à haute voix, même si personne ne sait encore comment l'appréhender. Devant son portail, elle s'arrêta, jetant un coup d'œil à la verdure. Les villageois commençaient déjà à se rassembler par petits groupes discrets parmi eux. Madame Price Ridley, Mademoiselle Hartnell et la femme du vicaire, la tête penchée comme des corneilles bavardant. Ils feignent de ne pas remarquer le vélo du gendarme appuyé contre la haie des Linton. Dans son salon, le feu s'était éteint doucement, laissant une légère odeur de fumée de bois et de laine. Elle retira ses gants avec une lenteur mesurée et se versa du thé. Il restait du travail à faire, mais pas celui qu'on pouvait accomplir avec des policiers et des dépositions. Certaines choses exigeaient des méthodes plus douces, du temps, de la compassion et parfois un petit potin glissé à l'oreille de la bonne personne. À 10 heures, le givre avait disparu de la ruelle, ne laissant que des flaques d'eau reflétant le ciel pâle. L'agent Blake apparut à sa porte. «
casquette à la main, l'air fatigué. « Bonjour, Miss Marple. Je pensais que vous aimeriez avoir des nouvelles. Nous avons interpellé un jeune homme, Taverner, que nous avons trouvé à la gare, essayant de monter dans le premier train pour Bath. Il avait la broche de Madame Linton dans sa poche. « Ah !» dit doucement Miss Marple. La broche a disparu bien avant les premières gelées. Blake semblait mal à l'aise. Il affirme qu'elle le lui a donné il y a des années en guise de paiement pour du travail. « Mais ça fait mauvais genre, madame. Il ne dira pas un mot sur la nuit dernière. » J'ose dire que le silence est parfois sa propre défense, murmura Miss Marple. Lui avez-vous posé des questions sur les miroirs? Le gendarme fronça les sourcils. Il nia tout savoir à leur sujet, bien qu'il ne pût pas voir mes yeux lorsque j'évoquai le grenier. Miss Marple posa sa tasse. Pauvre garçon. La peur, l'orgueil et une loyauté mal placée font un bien mauvais ménage. Blake soupira. Si ce n'était pas lui qui avait écrit ces lettres glaciales, qui les avait écrites? Miss Marple se leva en lissant son châle. « C'est précisément ce que je souhaite savoir, constable. Auriez-vous l'amabilité de passer au presbytère et de demander à Madame Griselda d'amener Madame Linton? Je pense qu'il vaut mieux que nous nous reparlions tous une dernière fois avant que la chaleur du jour n'efface les dernières traces de la nuit dernière. » Il hésite. « Vous ne préparez pas un mauvais coup, n'est-ce pas, madame ?» Ses yeux pétillaient légèrement. « Les tours de passe-passe sont pour les magiciens, monsieur Blake. Je préfère la conversation, car elle permet généralement de faire émerger des fantômes plus sincères. » 1 heure plus tard, Madame Linton entra dans le salon de Miss Marple, accompagnée de la femme du vicaire, paraissant plus fragile qu'auparavant. Ses mains tordaient un mouchoir, mais sa voix, lorsqu'elle parla, avait retrouvé une certaine fragilité. « Si c'est encore un interrogatoire, je ne resterai pas longtemps. »« Rien de tel, » l'assura gentiment Miss Marple. « Juste un peu de clarté. Voyez-vous, on ne peut avoir de hantise sans hantise. Objet. La question est de savoir quelle chose ou quelle personne a ramené le passé dans le présent. » Madame Linton jeta un coup d'œil vers la fenêtre. « C'est ce miroir ?» dit-elle aussitôt. Dès l'instant où il est entré dans cette maison, je l'ai senti m'observer. L'expression de Miss Marple était douce. Alors peut-être n'était-ce pas l'esprit d'Harold, mais votre propre reflet qui vous accusait. Le chagrin prend de nombreuses formes, parfois très concrètes. La bouche de la femme tremblait. Vous ne comprenez pas. Cette nuit-là, je l'ai entendu monter les escaliers. Comme le soir de sa mort, je pensais que si je restais immobile assez longtemps, il me pardonnerait. « Et l'a-t-il fait ?» demanda doucement Miss Marple. Madame Linton baissa les yeux. « Non. » Le givre écrit sa réponse. On frappa à la porte. Dorothy Crail entra, pâle mais sereine. Elle avait retrouvé suffisamment de force pour paraître à nouveau la jeune femme déterminée de Reading. Pourtant, une douceur émanait d'elle, une acceptation silencieuse de la persistance du chagrin. « Tante Elspeth » dit-elle doucement. « Je ne suis pas venue pour vous prendre quoi que ce soit. » Madame Linton releva le menton. « Alors pourquoi revenir? Pour laisser une trace, » dit Dorothy en posant sur la table un petit dossier en cuir, celui que M. Finchley leur avait montré. « J'ai lu la lettre. Peu importe désormais qui hérite de quoi. Mais il y a une chose que vous devriez voir. » Elle déplia un petit mot à l'intérieur, écrit de la main d'Harold Linton, daté de la semaine de sa mort. Si ce message parvient à Dorothy, dites-lui que c'est Elspeth qui m'a sauvé, et non qui m'a ruiné. Elle a brûlé ce qui aurait pu nous détruire toutes les deux. Madame Linton vacilla, sa main se portant instinctivement à sa bouche. « C'est lui qui a écrit ça ?» Miss Marple hocha lentement la tête. « Il semble que votre mari, à la fin de sa vie, ait craint davantage sa propre vanité que la pauvreté. Il avait falsifié un projet de testament, se déclarant généreux, pour impressionner son notaire. Mais cet acte aurait anéanti toute la succession. Vous lui avez épargné la honte,
au prix d'une grande perturbation de votre tranquillité. La vieille dame s'affaissa dans un fauteuil. Les larmes sillonnaient son visage. Alors pourquoi tant de souffrance? Le regard de Miss Marple s'adoucit. Parce que vous ne pouvez vous pardonner cette miséricorde que le monde prenait pour de la cruauté. Quand on cache la vérité assez longtemps, elle finit par se refléter dans le givre, dans les miroirs, dans les murmures du village. Un silence s'installa. La bouilloire se mit à siffler doucement, un son ténu, mais presque humain. Blake revint alors, chapeau à la main, le visage empli de questions. « Nous avons relâché le neveu de Taverner, madame. Finalement, il n'y a pas eu d'accusation. Il a dit qu'il était retourné au chalet uniquement parce que madame Linton l'avait fait venir en début de semaine pour réparer le loquet de la fenêtre. Elle l'a trouvée ouverte hier soir et a craint qu'elle ne se soit blessée. » Miss Marple esquissa un sourire. « Voyez-vous, agent, même la peur peut avoir ses bons samaritains. » Il jeta un regard hésitant entre les deux femmes. « Et les marques sur le verre ?»« Ah !» dit Miss Marple. « Ces écrits sont le fruit de la condensation et de l'imagination, les deux artistes les plus malicieux que l'humanité ait connus. » La femme du vicaire laissa échapper un petit rire de soulagement. « Alors, c'est fini, Jane. Pour autant que les fantômes cessent un jour, disait Miss Marple, le gel revient toujours avec l'hiver. Mais le dégel aussi. Dehors, les premiers flocons de la saison tombaient non pas en trombes, mais en une fine couche légère qui fondait sur la vitre avant même d'y adhérer. Madame Linton se leva avec difficulté, sa main se posant un instant sur l'épaule de Dorothy. Ce geste n'exprimait aucune excuse, seulement une reconnaissance discrète. Une fois partie, Miss Marple resta près du feu, contemplant les motifs fondus sur les vitres. La cloche du village sonna à midi. Elle songea à la fragilité d'une réputation étriquée et à la mince frontière entre culpabilité et grâce. Le givre se dissipait, mais de faibles traces persistaient, captant la lumière comme des péchés à demi oubliés. Elle sourit, presque pour elle-même. Les apparences, murmura-t-elle, s'efforcent tellement de dire la vérité.